Et c'est vrai que quand la question, quand Roch m'en a parlé, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose où je m'y connais un petit peu. Donc moi, mon domaine, c'est les relations entre sécurité alimentaire, nutritionnelle et santé. Donc voilà. Et je me suis dit, en revanche, ça va être compliqué. Je viens plutôt chercher des intelligences en fait en santé publique qu'en apporter, parce que dans ce domaine-là, le fait d'arriver à relier en fait les questions de santé publique et d'alimentation, j'ai l'impression qu'on manque sérieusement d'intelligence. Alors, rapidement, il y aura 3 temps, les systèmes alimentaires mondiaux, juste quelques éléments de contexte, parce que, bon, je pense que vous connaissez en gros la situation, mais peut-être pas tout à fait. Ensuite, pour en arriver à vraiment des questions de santé, le lien entre le système alimentaire et la santé, il passe par le régime alimentaire. Et donc, on va se concentrer là-dessus. Et donc, de voir que c'est un objectif clé pour aider à transformer les systèmes alimentaires. Et on va essayer de voir ensuite qu'est-ce qu'on peut faire et surtout qu'est-ce que peuvent faire les acteurs de la santé publique. Donc, les systèmes alimentaires mondiaux dysfonctionnent, ils ont des conséquences majeures et pas que sur la santé. Alors, ça, je ne sais pas, vous avez sûrement déjà vu, ou si vous ne l'avez pas vu, ça parle de soi-même. Voilà, l'épidémie mondiale d'obésité depuis les années 90, dans tous les pays du monde, les riches comme les pauvres, et chez les hommes comme chez les femmes, et peut-être un peu plus vite chez les femmes que chez les hommes. Donc ça, c'est une réalité. D'où ça vient ? Ça vient d'un système alimentaire qui a été construit après la Deuxième Guerre mondiale dans l'idée d'être productif. Et donc, on est parti sur un système alimentaire intensif, un système alimentaire qui s'encombrait pas de pesticides, qui utilisait beaucoup de pesticides, de surface, etc., etc. Et donc, ça, alors, on va critiquer, ça a été fait à un moment où il en avait besoin, mais c'est venu avec cette idée de produire de l'aliment. Ce qu'on ne savait pas, c'est d'abord, on allait en produire beaucoup plus que ce qu'on en avait besoin. Donc, on a largement dépassé les besoins. Donc, nourrir une population de 10 milliards, même pas peur, c'est très facile. Deuxièmement, ce qu'on ne savait pas, c'est aussi quand on augmenterait la disponibilité alimentaire, on diminuerait de facto le ratio entre les glucides et les lipides qui seraient disponibles. Parce qu'en fait, on voit le système agricole est fait ainsi qu'il arrive à produire ce qui va se vendre le mieux en diminuant le prix. Et du coup, on a aperçu sur des années 60 aux années 2000, le prix des huiles végétales et le prix du sucre, le sucre simple, pas les glucides, on ne fait que diminuer, mais diminuer de façon drastique. Donc, en fait, on a cette épidémie d'obésité, elle vient en grande partie, alors pas que, mais en bonne partie, par juste un effet mécanique de la ration alimentaire qui a été disponible. Alors, il est venu d'autres choses, notamment l'industrialisation de l'alimentation, de plus en plus industrialisée, avec une industrie agroalimentaire qui transforme de plus en plus les produits, et certains produits qu'on appelle maintenant ultra transformés, qui ne contiennent pratiquement plus de matrice alimentaire. Vous avez dû entendre parler de ça. Mais donc, c'est vraiment quelque chose qui est venu dans la foulée de la révolution verte et de politique agricole, purement agricole. Donc l'impact, c'est l'obésité, mais c'est pas que l'obésité, puisque avec l'obésité, alors ça, vous le savez tous, ça vient un cortège de maladies chroniques, donc toutes les maladies, peut-être pas toutes, mais la plupart des maladies cardiovasculaires, et puis le diabète, et puis certains cancers, et puis certaines maladies rénales, et puis même certaines maladies mentales sont associées maintenant à ces régimes alimentaires. Donc vous connaissez la Global Burden of Disease, j'imagine, mais si vous avez suivi l'actualité, maintenant l'impact des régimes alimentaires, qui était le premier des impacts sur la santé, est détrôné par la pollution. Je ne sais pas si vous avez dit. Mais la pollution elle-même a des impacts sur le système alimentaire. Donc, on ne reste jamais très, très loin. Ça, c'est l'impact sur l'environnement. Ça, c'est quelque chose, une préoccupation qui est nouvelle, qui ne devrait pas être nouvelle, mais en fait qui est récente. Et ça ne fait pas très longtemps que l'on mesure les limites planétaires, et qu'on a cette vision finalement d'un système qui va dans le mur parce que on dépasse les limites planétaires. Et donc là, pour celles qu'on sait mesurer, parce qu'on ne sait pas toutes les mesurer, en gros, on est pratiquement à 100% de la capacité planétaire aujourd'hui,
Et en gros, à l'horizon 2030, on aura largement dépassé, et 2050, on sera dans le rouge pour la plupart de ces limites planétaires. Donc en fait, on sait qu'on est dans un système qui doit absolument être transformé. Donc on le sait, et on sait que c'est un système, et que comme c'est un système, bah, c'est assez compliqué à aborder. Alors après ça, on a des motivations. On a le coût sur l'environnement, qui est une motivation en soi. On a aussi le coût économique. Ça, c'est un travail assez récent qui peut être discuté. Hein. Est-ce qu'on peut tout monétiser? On monétise pas tout, hein, c'est évident. On monétise pas le bien-être animal, on monétise pas un certain nombre de choses. On commence à peine à savoir monétiser la perte de biodiversité, mais est-ce que tout monétiser est nécessaire? Ça, c'est une autre question. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est sur des coûts cachés de l'alimentation. Donc, si on payait le prix réel de l'alimentation, on le paierait bien plus cher que ce qu'on paye effectivement. Parce que le coût réel, c'est avec ces coûts cachés qui sont en fait payés par quelqu'un, hein, et payés par les pouvoirs publics. Hein, voilà. C'est sûr que les coûts de santé, par exemple, qui représentent plus de 80% de ces coûts cachés. Les coûts cachés, c'est quand même 10% du PIB mondial. Donc, on peut dire que là, les coûts indirects de santé, c'est 8% du PIB mondial. Donc, c'est pas rien. Donc, c'est pas de l'argent qu'il faut sortir, c'est de l'argent qui est déjà sorti, qui est déjà payé, mais qui est payé par quelqu'un d'autre. Et donc, on a cette notion très claire d'inégalité. Alors là, graphique de droite, vous avez les inégalités en termes de pays, hein, les pays à faible revenu qui contribuent évidemment beaucoup moins à ces coûts cachés que les pays riches. Mais vous avez aussi des inégalités, évidemment, au sein de chacun des pays. Et ça, c'est une des constantes des systèmes de santé comme des systèmes alimentaires. Donc, il nous faut des régimes alimentaires sains et durables. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour ça, il faut avoir un petit peu une notion de système alimentaire. Système alimentaire, j'ai dit ça tout à l'heure. Bon, alors, vous trouvez dans la littérature 250 représentations des systèmes alimentaires, c'est pas l'objet ici. Ici, mon objet, c'est quand même de préciser que deux choses, c'est qu'on vient de parler des coûts de santé et qu'effectivement, c'est l'aboutissement finalement du système alimentaire, c'est là qu'il arrive, hein, avec les autres impacts dont on a parlé sur le plan économique, sur le plan environnemental. D'accord. Et donc, pour ça, il faudrait, améliorer, alors je vais dire en arrière, je vais y arriver, oui, bravo, il faudrait améliorer nos régimes. Alors, nos régimes, évidemment, tout de suite, on dit, ah ben, il faut que les consommateurs changent leur comportement. On a parlé des changements de comportement ce matin. Il faudrait que les consommateurs changent leur comportement. Et les comportements des individus, c'est pour ça que j'avais souligné le schéma de Dahlgren et Whitehead pour l'environnement, pour les questions du système de santé. Mais là, c'est pareil. On a l'environnement, ce qu'on appelle le food environment, l'environnement alimentaire de tout un chacun. Vos choix alimentaires, ils sont liés à un certain nombre de croyances, ils sont liés à un certain nombre d'envies, vous avez des conditions personnelles de votre société, etc., etc. Mais peut-être vous en êtes conscient, j'espère, mais si vous n'en êtes pas conscient, en tout cas c'est le cas, vous êtes complètement contraint par votre environnement alimentaire. Vous êtes contraint parce que vous trouvez à acheter, vous êtes contraint parce que ce que vous avez comme image qui est bonne pour la santé ou qui est mauvaise pour la santé ou qui est bonne et qui fait cool. Et donc voilà, à un moment, c'était avoir un coca, c'était cool, etc., etc. Donc ça, vous êtes contraint souvent sans en être tout à fait conscient. Et donc, le problème pour changer les régimes alimentaires, pour aller vers des régimes alimentaires sains et durables, la première des choses, c'est qu'il faut savoir ce que c'est qu'un régime alimentaire sain et durable. Et si on veut le mesurer, alors là, c'est l'épidémiologiste qui parle, il va vous dire que sur le plan biologique et nutritionnel, on sait très très bien ce que c'est qu'un régime alimentaire sain. On a même des métriques, enfin des indicateurs qui sont synthétiques, qui peuvent agréger toutes ces dimensions. Ça a été fait 1000 fois. Donc ça, c'est à peu près maîtrisé. En revanche, durable, là, on commence à s'aventurer dans un terrain où on est bien moins fort. Pourquoi? Parce que le régime alimentaire, eh ben, c'est pas qu'une somme de nutriments. À gauche, on s'occupe de la somme de nutriments. C'est facile. À droite, on s'occupe d'individus. Et le régime alimentaire, c'est un mode de vie. C'est pas seulement une somme de nutriments. Et ce mode de vie, si on veut qu'il soit durable, bon, il y a plein de facteurs qu'on ne sait pas mesurer. Et on parlait tout à l'heure des coûts cachés et de l'impact. Eh ben, là aussi, on aura du mal. Impact du régime alimentaire planétaire, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, de la Eat Lancet Commission et du régime alimentaire planétaire, l'impact de ça sur l'acceptabilité socio-culturelle,
On ne sait pas. La soutenabilité environnementale, au contraire, on sait puisque c'est basé sur ça. Mais sur l'accessibilité, ça n'a pas été évoqué. Or, on sait très bien que ce régime planétaire, il n'est pas accessible aux pays pauvres. Donc après ça, on va avoir des problèmes. Donc voilà. Donc je veux dire qu'on est vraiment dans une situation où il y a des choses qu'on sait mesurer, des choses qu'on ne sait pas mesurer, et où on a au milieu l'individu. Et l'individu, on lui dit, mon petit gars, il faut changer tes comportements alimentaires, sinon tu fais exploser la planète. Bon. Alors c'est bien beau de mettre la responsabilité sur l'individu. Certes, on met, comme nous disent les industriels de l'agroalimentaire, ils vous disent « Oh, mais on ne met pas un pistolet sur la tempe des gens pour qu'ils achètent nos produits, nous, hein, c'est eux qui décident. Hein. » Bon, d'accord, jusqu'à un certain point, ils ont raison, mais c'est quand même un petit peu gonflé de leur part de dire ça quand on voit tout l'argent qu'ils mettent pour nous faire acheter leurs trucs quand même. Hein. Donc, bon, les choix possibles, évidemment, il y en a. Il faut informer les gens pour ça. Alors ça, vous connaissez le Nutri-Score, c'est un truc phare dans la stratégie française. Mais je ne sais pas si vous savez que le Nutri-Score, ce n'est pas obligatoire. C'est volontaire de la part des industriels. Bon, donc on pourra en discuter. Une autre façon, c'est de motiver aussi les gens sur le plan environnemental, donc l'autre volet du régime alimentaire sain et durable, la partie durabilité. Et ça, vous connaissez peut-être pas le logo qui s'appelle Origine Info. Ce logo, si vous ne le connaissez pas, c'est normal parce qu'il ne va pas encore appliquer, mais il est applicable à partir du mois de juillet. Mais de nouveau, de façon volontaire. Après, l'autre élément que vous avez au niveau des individus, c'est l'organisation citoyenne. On va revenir sur les citoyens. Parce qu'effectivement, là, c'est plus facile de changer à plusieurs que de changer tout seul dans son coin, à se retrouver à faire des efforts tout seul dans son coin. Bon, ça, c'est le côté individuel. Mais du côté de l'environnement, donc cet environnement alimentaire, là, on est dans le champ des industriels et des politiques. Et c'est pas si simple. Donc là, il y a des moyens. Alors, je ne vais pas rentrer dans la production d'aliments plus durables, parce que là, on va rentrer dans des trucs agricoles où moi-même, j'y connais pas grand-chose et où de toute façon, on part très très loin. Mais bon, il y a plein de gens qui travaillent là-dessus. Et pour proposer des aliments sains et durables, il y a une chose qui est facile à faire, c'est reformuler ce que l'industrie formule. Et ça, il y a plusieurs études maintenant qui montrent que, à coût constant, sur produit constant, qui est indiscernable des autres produits sur le plan visuel, etc., enfin, entre deux catégories de biscuits, par exemple, etc., on peut reformuler pour avoir des produits plus sains et plus durables. Bon, les industriels, ils n'aiment pas parce qu'ils ont tout un tas de process, ça leur demande du boulot en plus, etc., mais ils peuvent le faire. Et on sait qu'on peut gagner énormément en santé si jamais ils le font. Donc, il va y avoir des débats à avoir l'industrie agroalimentaire. L'industrie agroalimentaire, c'est le grand méchant loup, mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'ils ont besoin qu'on continue à acheter des aliments. Donc, ils sont dans le système, ils ont des profits immédiats et en même temps, s'ils veulent préserver les profits de demain, ils ont intérêt à faire des efforts. D'où l'idée que ça doit être volontaire. Maintenant, ça pourrait ne pas être volontaire. Sur le plan international, il n'y a aucune directive contraignante sur l'alimentation. Aucune. Sur le plan international, il y a des directives volontaires. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Sur les plans de règles commerciales, il n'y a rien sur le niveau alimentaire. Alors, sur les batteries, sur les voitures électriques chinoises ou pas, etc., là, on a plein de règles, plein de machins, de taxes. Sur le plan de l'alimentation, on n'a quasiment rien. On est face à des gens qui sont dans un lobby extraordinairement puissant, extraordinairement organisé. Et donc, c'est très, très compliqué. Mais c'est une question de volonté politique, de pouvoir politique, d'imposer ou pas, alors pas forcément des trucs énormes, mais des taxes. Alors ça marche pas, c'est souvent ça pénalise plus les pauvres que les riches. Donc bon, on sait pas trop mais ça globalement ça fonctionne si c'est bien mis en place. Des réglementations, on peut faire plein de réglementations qui sont pas très complexes et qui peuvent avoir des changements. On reste quand même sur quelque chose de difficile à gérer en termes de relations avec l'industrie agroalimentaire. Et puis, il faut renforcer la gouvernance des systèmes de santé. Et c'est là que j'en arrive à la question des acteurs de la santé publique. Renforcer la gouvernance des systèmes de santé, c'est pas des systèmes alimentaires pour la santé, je veux dire, c'est pas seulement en tapant sur les agriculteurs. Enfin, vous avez vu la crise des agriculteurs, c'est pas eux qui sont les plus en première ligne.
Parfait, j'avais calculé que je serais là à 3 minutes, donc nickel. Ouais, c'est pas vrai, mais c'est pas grave. D'accord, donc première chose, je me suis dit, le constat, c'est que dans toutes les politiques de transformation des systèmes alimentaires, on dit, on écrit partout, il faut inclure tous les acteurs. On ne change pas un système alimentaire si on n'inclut pas tous les acteurs, si on ne fait pas des dialogues entre tous les acteurs. Et dans tous les acteurs, il y a toujours la santé publique. Et la santé publique, voilà, qui sont les acteurs de santé publique et qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Moi, ce qui m'a interpellé, c'est que j'ai pratiquement pas de littérature. Il y a quelques grands schémas par l'OMS, machin, des grands trucs très, très conceptuels et pas du tout pratiques, mais en pratique, il n'y a pas grand-chose. Vous devez savoir qu'en France, le Nutri-Score et la politique de nutrition, elle est dans le ministère de la Santé, mais la politique alimentaire, elle est au ministère de l'Agriculture. Et donc ça, c'est une dualité. FAO, OMS au niveau international, santé, agriculture, ça a toujours été comme ça. Et donc c'est très compliqué de mettre ces gens-là ensemble. Donc parce que voilà, l'industrie agroalimentaire, elle dépend du ministère de l'Agriculture et il faut se bagarrer en permanence. Donc pourquoi il n'y a pas assez d'implication? Peut-être du niveau individuel, on pense pas toujours que tous ces problèmes viennent, on n'a peut-être pas cette vision systémique des choses. Ça, c'est peut-être une possibilité. On n'a pas cette vision d'un régime qui est tout un ensemble de modes de vie et qui n'est pas seulement une somme de nutriments. Du côté du côté de la santé, on n'est pas forcément dans cette façon de voir. Et puis, comme pour beaucoup d'autres choses, on n'a pas beaucoup de formation et d'information. Dès lors qu'on s'intéresse à ça, pour l'instant, la science des systèmes alimentaires est très jeune. Alors, qu'est-ce que les acteurs de santé publique peuvent faire? J'ai inventé là 4 types de rôles, mais ça va dépendre évidemment énormément du niveau de positionnement. Quand vous êtes positionné à un niveau, disons, on va dire, relativement central et proche du politique, là, vous avez évidemment, les acteurs de santé publique ont un rôle de lobbyiste à faire pour venir s'intégrer dans les politiques alimentaires, pour pouvoir appuyer la nécessité de relier alimentation et santé. Au niveau un peu plus intermédiaire, je veux dire par exemple au niveau d'une ARS, c'est au niveau territorial, et là c'est peut-être le point d'ancrage le plus évident pour toute transformation des systèmes alimentaires, c'est le territorial. Et d'ailleurs, si vous regardez un peu ce qui se passe en France, et là où il y a des évolutions qui sont reconnues et qui commencent à porter leurs fruits, c'est quasiment toujours à l'échelle d'un territoire. Ce sont certaines villes qui sont très volontaires, qui ont signé le pacte de Milan, par exemple, on pourra vous dire ce que c'est, et qui donc s'engagent dans une vision territorialisée d'alimentation. Et là, la santé, elle n'est pas toujours présente, mais elle a une place évidente à prendre. Il faudrait juste que les gens en aient conscience. Après ça, tout un chacun, quel que soit le niveau où on est acteur de santé publique, y compris chercheur, on peut être passeur, c'est-à-dire on peut être l'intermédiaire entre des préoccupations citoyennes, je me tourne vers Marie, et les préoccupations de chercheurs ou les préoccupations citoyennes et les préoccupations des industriels. L'agent de santé, de santé publique doit pouvoir être le passeur dans les deux sens, du public vers l'amont et de l'amont vers l'aval. Enfin, je ne serais pas un bon chercheur si je plaidais pas pour faire d'avoir des bases de données, des systèmes de suivi, parce que tout ça, c'est bien joli, mais effectivement, je vous ai dit qu'on savait mesurer la qualité des régimes alimentaires du point de vue nutritionnel, mais pas du tout du point de vue de leur durabilité. On ne sait pas encore bien le faire. Donc, il faut qu'on avance vers des systèmes de suivi. Et là, la santé devrait pouvoir aussi jouer un rôle en participant d'un côté au système vraiment de rassemblement de données et d'autre part à de la recherche évaluative. Je parlais tout à l'heure des initiatives qui sont généralement territorialisées et que c'est là que les choses bougent. En fait, les choses bougent parce qu'il y a des citoyens et il y a une myriade d'associations citoyennes qui expérimentent une bonne dizaine d'approches pour améliorer les choses. Est-ce que quelqu'un a entendu parler de la sécurité sociale de l'alimentation? Oui, bien. Je vois 2 ou 3 têtes qui hochent, mais pas beaucoup. Et voilà, ça s'expérimente à l'échelle du territoire. Et donc, on a besoin de la santé publique, là, pour venir aider à cette évaluation avec le prisme santé. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention.